Donc, reprenons ce schéma de Darwin. Si je réussissais mon coup aujourd'hui, vous penseriez plus jamais la biodiversité sans jamais penser à ce schéma. Vous voyez que les différentes lignes, il y en a 10 d'abord, et la 10e ligne nous décrit la situation actuelle. D'abord, évidemment, Darwin prend un grand soin à faire que toutes les lignées arrivent à la même ligne horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est plus évoluée que l'autre. C'est un point important. Tous les êtres qui vivent au même moment, ils sont issus du même arbre, donc sont tous aussi évolués les uns que les autres. Simplement, ils n'ont pas suivi la même trajectoire au cours du temps. Et donc, comme on vient de le voir, eh bien, les extinctions ont créé cette divergence. Enfin, c'est l'ensemble des extinctions et de l'apparition constante de nouveautés qui permet la divergence des lignées. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, si je suis à la ligne numéro 10, eh bien, je suis dans la biodiversité actuelle, mais si jamais je regarde les lignes précédentes, eh bien, il y avait de la biodiversité aussi, sauf que ce n'était pas la même. Donc, la biodiversité, et ça c'est un point vraiment important, est-ce qu'il peut y avoir un équilibre de la biodiversité ? Eh bien, si vous pensez équilibre au sens d'un équilibre stable, c'est-à-dire, vous voyez, cette bouteille est posée sur la table, si je la bouge un peu, elle revient à sa place, ça c'est ce qu'on appelle un équilibre stable. Si je ne veux pas qu'elle tombe, ben, je peux mettre une protection autour pour que personne ne la déstabilise trop, parce que si jamais on va trop loin, là, elle va tomber. Il y a des gens qui perçoivent la biodiversité de cette façon, comme un équilibre stable. Un équilibre d'ailleurs éventuellement fragile, comme ça, vous voyez, c'est-à-dire que, oh là, ouais, ça tient, mais il ne faut pas y toucher trop, sinon ça va tomber. Je pense que c'est une très mauvaise image. La biodiversité que nous venons de voir, c'est une biodiversité qui se maintient de façon dynamique. Elle n'est jamais la même. Il y a constamment des extinctions et constamment des apparitions de nouveautés et constamment des divergences. Et s'il y a un équilibre de la biodiversité, c'est un équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, c'est un équilibre qui se maintient grâce au mouvement et au fait que le mouvement est entretenu par des forces qui se compensent. Si je vous montre cette photo, vous savez très bien que le gars est en train de bouger, même si la photo ne bouge pas. Je n'ai pas besoin de vous mettre un film pour que vous voyez que c'est dynamique. Et c'est le mouvement qui maintient l'équilibre du cycliste. Et c'est si vous arrêtez le mouvement qui tombe. Donc, je voudrais que cette image, qui peut être drôle quand il s'agit du cycliste en question qui fait le malin devant les filles, soit... Vous voyez à quel point c'est pas drôle quand il s'agit de gens qui sont en train de se dire qu'ils vont conserver la biodiversité en empêchant de bouger, parce que c'est la même chose. Ce que je voudrais que vous voyiez, c'est que si vous avez compris que la biodiversité est une dynamique, eh bien cette biodiversité, elle est mise en danger si on l'empêche de bouger. Alors je vais continuer un petit peu avec ça, puis on pourra en discuter un peu après si vous voulez. Il y a d'autres équilibres dynamiques qu'on connaît. Bon, un avion, peut-être pas insister dessus, mais je voudrais insister sur une métaphore avec un satellite. Un satellite, c'est un truc qui tourne autour d'une planète et qui se maintient de façon dynamique. C'est parce qu'il bouge qu'il se maintient, et parce que grâce au fait qu'il bouge, eh bien, la pesanteur est compensée par la force centrifuge. Si vous ralentissez votre satellite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va quitter son orbite et il va rentrer dans une dynamique d'effondrement. Il ne va pas tomber tout de suite. Il va continuer à tourner, mais il va rentrer dans une spirale qui le conduira à s'effondrer au bout d'un moment. Donc vous voyez qu'un équilibre dynamique, c'est un équilibre qui se maintient grâce au mouvement et grâce au fait que le mouvement permet d'équilibrer des forces qui s'inversent. Dans le cadre de la biodiversité, c'est l'extinction d'un côté, la divergence des lignées de l'autre. Dans le cadre de mon satellite, c'est la pesanteur d'un côté et la force centrifuge de l'autre. Quand mon satellite ralentit, si je suis au courant et que je peux agir, eh bien, s'il y a des petites fusées sur le satellite, je peux remettre un petit coup de fusée, je le relance, il va reprendre de la vitesse et il va revenir. Mais plus j'attends, plus ça va être dur. La biodiversité, c'est pareil. On est en train d'assister au fait que la biodiversité s'effondre. C'est-à-dire que tous les paramètres de la dynamique du système sont en train de se casser la figure. Et en premier, la démographie des formes vivantes. Tout compte fait actuellement, ce à quoi on assiste, c'est moins à une extinction de masse
qu'à une diminution massive des effectifs dans les différentes formes vivantes. Il n'y a pas très longtemps, beaucoup de journaux français ont titré que 75% des insectes avaient disparu depuis quelques dizaines d'années. Alors c'est une très mauvaise formulation parce que je pense que personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Si vous lisez bien l'article, vous allez comprendre que l'étude qui a montré ça a montré que que la biomasse d'insectes avait été diminuée d'un facteur 75. C'est la biomasse qui a été diminuée. Ce n'est pas du tout le nombre d'espèces, rassurez-vous, on n'en est pas encore là. Hein. Mais on sait que si les effectifs s'effondrent, alors on est dans le moment où le satellite est en train de ralentir. Si on le relance, les dynamiques vont reprendre, les dynamiques démographiques, tant que les formes ne sont pas éteintes. Une fois qu'elles sont éteintes, en revanche, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on est dans des systèmes dynamiques, le processus d'effondrement est un processus qui commence par des signes avant-coureurs. Et c'est ça qu'on voit à l'heure actuelle. Et à ce moment-là, il est encore temps d'agir. C'est pour ça qu'il y a une telle frénésie, si vous voulez, de tous les scientifiques qui travaillent là-dessus, sur le fait que c'est maintenant qu'il faut agir. Après, il sera trop tard. Hein. Et une autre remarque que je voudrais vous faire, c'est que si votre satellite se casse la figure, un satellite est tombé sur Terre, à cause de quelle force il est tombé? À cause de la pesanteur. Vous pouvez dire donc que c'est la pesanteur qui a fait tomber mon satellite. Mais avant, quand il ne tombait pas, c'était grâce à la pesanteur qu'il se maintenait autour de la planète. Donc la pesanteur n'est pas en elle-même le facteur qui fait tomber le satellite. Ce qui fait tomber le satellite, c'est le fait qu'il y a eu un déséquilibre entre les forces qui le maintenaient sur son orbite. Eh bien, la biodiversité, c'est pareil. Bien sûr qu'elle se cassera la figure à cause de l'extinction. Mais comme je vous l'ai dit avant, l'extinction, tant qu'elle est raisonnable par rapport aux capacités de divergence du système, au contraire, elle maintient la biodiversité. Donc, l'extinction maintient la biodiversité ou la produit dans une dynamique positive. Et puis, si jamais l'extinction devient trop forte par rapport au reste, alors elle conduit à l'effondrement du système, de même que la pesanteur si elle devient trop forte par rapport à la vitesse du satellite, va faire tomber votre satellite. Donc, je pense qu'il faut vraiment présenter la biodiversité comme un processus de dynamique constante et surtout pas comme un état statique. Et du coup, ça veut dire que pour la conserver, eh bien, il va falloir réussir à réfléchir à la façon de mettre en œuvre des processus dynamiques dans les systèmes vivants. Et on va y revenir un petit peu. Autre métaphore que je voudrais vous faire, c'est que notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. Nous mangeons, nous excrétons, nous respirons, et c'est ça qui nous maintient en vie. Imaginez quelqu'un qui vous dise « Je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo ». Vous ne seriez pas d'accord, évidemment. Vous ne seriez pas d'accord. C'est drôle parce que l'autre jour, on a fait cette conférence en Guyane, et il y a un des membres de la science qui a dit « Si, moi j'aimerais bien qu'on me mette au frigo puis qu'on me réveille dans 1000 ans ». Et je lui ai dit « Mais vous êtes fou, monsieur. Vous imaginez la tête de demeuré que vous auriez dans 1000 ans hein. Vous avez vu les visiteurs. Évidemment que des gens qui ressortent 1000 ans après, mais ils sont totalement inadaptés dans le monde de ce moment-là. Donc, même si jamais vous arriviez à maintenir des trucs pendant longtemps au frigo, quand ils ressortiront, ils ne serviront plus à rien parce qu'ils seront dans un monde qui ne sera plus le leur. Croire que vous pouvez maintenir la biodiversité en la mettant au frigo, c'est un immense mensonge. Donc vous voyez, ce n'est pas en bloquant la biodiversité, ce n'est pas en la mettant au frigo qu'on peut la conserver. C'est au contraire en redonnant une dynamique au processus qui la produise en permanence. C'est en comprenant la dernière phrase du livre de Darwin, le fait que ces productions de formes admirables se produisent encore. Et donc c'est cette dynamique qu'il faudra remettre en œuvre. Ça demande effectivement une autre réflexion que la réflexion qui consisterait à garder les espèces une par une. Parce que la vision Arche de Noé, elle existe. Il y a plein de gens qui croient que pour sauver la biodiversité, il faut garder les espèces une par une. Mais ça, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance parce que dans un système dynamique, c'est pas comme ça que ça marche. Je voudrais vous donner d'ailleurs un exemple d'une recherche qui a montré qu'il ne fallait pas se tromper d'objectif. C'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs d'Arizona. Ils ont étudié des forêts en Basse-Californie et ils ont regardé la dynamique évolutive des espèces et des populations, des variétés des arbres de ces forêts. Et ils ont montré qu'il y avait deux sortes de forêts. Des forêts qui avaient une forte intensité
d'innovation en termes de systématique, c'est-à-dire qu'apparaissent constamment des formes nouvelles, des nouvelles variétés, dont certaines se développent et puis deviennent des sous-espèces, deviennent des espèces, et puis d'autres qui disparaissent, etc. Il y a une dynamique, il y a le schéma de Darwin fonctionne à fond dans ces forêts-là. Ces forêts produisent de la diversité et détruisent des formes anciennes. Et puis il y a d'autres forêts où il ne se passe rien du tout. Elles se contentent d'accumuler les espèces produites dans les populations d'à côté. Donc ils ont parlé de sources et de puits. Oui, il y a des forêts qui sont des sources de diversité et puis d'autres qui sont des puits dans lesquels s'accumule la diversité produite dans les premières. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il y a plus d'espèces dans les puits que dans les sources. Parce que comme les puits accumulent tout ce qui se passe ailleurs, ils ont beaucoup d'espèces. Mais ils produisent rien. Alors que les sources, elles produisent beaucoup, mais du coup, elles éliminent aussi des tas de vieilles trucs. Imaginez quelqu'un qui fait de l'aménagement du territoire, qui dit ouais, on va quand même devoir un petit peu éliminer des forêts là-dedans, mais on veut rester respectueux de la diversité, on va garder que les forêts où il y a le plus d'espèces. Eh bien, ils vont garder les puits et ils vont éliminer les sources. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Donc il faut comprendre cette dynamique si on veut agir intelligemment sur le système. Moi, j'ai constaté la même chose dans des cas très simples. Parce qu'au début, on me disait, oui, ton truc, c'est bien, tu as raison. Mes collègues, ils sont d'accord avec moi sur ce que je vous dis là, mes collègues qui travaillent sur l'écologie et l'évolution, mais ils me disent, c'est trop compliqué pour les élus. Ils ne peuvent pas comprendre ça pour l'aménagement du territoire et tout ça. Moi, j'ai discuté avec des maires de communes diverses et variées. Un maire qui arrive à la tête d'une commune dans laquelle il veut s'intéresser à la biodiversité de sa commune. Ben, il va demander, est-ce qu'il y a eu une espèce un peu rare dans ma commune, là, qu'on s'en occupe? Alors, il va dire, oui, il y a une petite grenouille, là, dans la mare, machin, là, c'est une grenouille rare. Alors là, si jamais c'est un mec pas éduqué, il va tout de suite dire, oh, on va la protéger, il va mettre un grillage autour de la mare avec un joli panneau, hein. Ici, il y a la grenouille bidule protégée grâce à la commune. La grenouille, elle est foutue, hein. C'est terminé, hein. Parce que les grenouilles, ça ne survit que grâce au fait que ça se promène d'une mare à l'autre, vous voyez. Donc, si jamais il a un conseiller qui s'y connaît un tout petit peu en biodiversité, le maire en question, eh bien le conseiller va lui dire non, mettez pas un grillage autour de votre mare. Entendez-vous avec les maires des communes voisines et débrouillez-vous pour que le passage des grenouilles entre les mares devienne facile, que la dynamique redevienne possible, que si jamais il y a des routes, il y a des endroits où les grenouilles puissent passer quand même, que si jamais que vous ne mettiez pas des barrières à la migration de vos grenouilles partout, et si l'ensemble de communes travaillent ensemble pour ça, pour reconnecter les mares, alors ça s'appelle les trames vertes et bleues, hein, cette procédure-là, ça existe, hein, depuis le Grenelle de l'environnement, c'est un des rares succès qu'on a eu au cours des 20 dernières années sur ces questions, ça a été d'arriver à lancer cette idée de trame verte et bleue, c'est-à-dire de reconnecter les végétations et les parties aquatiques de façon à permettre justement une dynamique des formes vivantes. Et bien ça, c'est des choses qui effectivement redynamisent les populations. Et quand on fait ça, on voit les effectifs remonter, à condition qu'il n'y ait pas, par ailleurs, juste à côté, des gens qui épandent des pesticides en quantité telle que personne ne peut plus vivre dans le coin, évidemment. Voilà, donc, je voudrais que ce premier point sur lequel je voulais insister et qu'on va un peu développer dans la suite, c'est cette idée que la biodiversité est un phénomène dynamique, que si on veut la réfléchir, si on veut la conserver, il faut absolument la voir de cette façon-là et la voir comme une dynamique, et que si on veut la présenter d'une façon qui corresponde à une réalité, eh bien il ne faut pas la présenter du tout avec des séries de jolies photos, mais la présenter avec des séries de jolis processus évolutifs. Et encore une fois, vous voyez que si vous ne la regardez pas à la lumière de l'évolution, eh bien vous ne comprenez pas la biodiversité. Et les élèves non plus, évidemment. Alors le deuxième point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est le fait que si vous regardez le point de départ, d'où vient la biodiversité à chaque instant, elle vient du fait que sont produites constamment des variations, des petites variations, qui font des formes un peu différentes. Et ces variations, on l'a vu, elles doivent être héritables. Je reviendrai à votre question tout à l'heure encore, hein, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. Voilà, alors donc, du coup, eh bien, c'est la variation dans l'espèce à laquelle il faut s'intéresser, c'est les questions d'hérédité. Hein, le Darwin, dans son œuvre, insiste beaucoup sur le fait que c'est les variations qui sont importantes, hein, que les plus petites variations vont être favorisées, etc. Il explique, là on va le mettre en français,
que la sélection naturelle, tous les jours, à toute heure, partout dans le monde, scrute chaque variation, même la plus infime, rejette les mauvaises, préserve les bonnes, etc. C'est vraiment la variation, l'essentiel du problème de base de Darwin, comme je vous l'ai dit d'abord, les variations héritables. Et donc, l'étude de l'hérédité des variations est devenue un sujet majeur à la suite des travaux de Darwin. D'ailleurs, dans la conclusion de son livre, il se risque à faire des prédictions sur ce qui se passera une fois qu'on aura compris sa théorie. Alors, il y a une prédiction où il s'est complètement planté. Il dit, quand on aura compris ma théorie, les systématiciens arrêteront de passer du temps bêtement à discuter de savoir si les choses sont des espèces ou des sous-espèces ou des variétés, et ils arrêteront de perdre leur temps à définir l'espèce puisqu'il n'y a pas de définition. Et là, il s'est planté, on continue à perdre notre temps à ça. Bon. Mais en revanche, là où il a fait une très belle prédiction, c'est qu'il dit un champ grand et presque inexploré de recherche va être ouvert sur les causes et les lois de la variation et de leur hérédité. Il prédit l'émergence de la génétique 50 ans plus tard. Alors effectivement, l'hérédité, on a des parents qui font des descendants, et la question c'est, qu'est-ce que les parents... Ouais, c'est un super photographe, René Maltête. Ses héritiers m'ont autorisé à utiliser ses photos. Et donc, comment est-ce que les parents transmettent les choses à leurs descendants? Eh bien, c'est une question compliquée qui va être étudiée par toute une série, par toute une série de chercheurs. Alors, le premier qu'il faut citer, sans doute, c'est Weizmann. Weizmann, en 1883, c'est quand même longtemps après Darwin, enfin c'est 30 ans après Darwin, va rejeter l'idée d'hérédité des caractères acquis. J'aurais peut-être dû être plus clair sur ce que c'est que l'hérédité des caractères acquis. Donc ce qu'on appelle, parce qu'évidemment tous les caractères sont acquis d'une certaine façon, mais ce qu'on appelle caractères acquis, c'est les caractères acquis durant la vie par des effets de notre corps. C'est-à-dire que si jamais vous avez une mutation qui transforme quelque chose, ça c'est pas un caractère acquis parce qu'il est inné, il arrive dès votre naissance. Ce qu'on appelle acquis, c'est un caractère que vous acquérez soit par accident, soit par entraînement pendant votre vie. Et c'est ça dont Weizmann va nier l'existence. Pourquoi? Sur une base théorique très simple, l'embryon, très tôt dans l'embryon, se sépare les lignées cellulaires qui donneront notre corps, notre soma, la lignée somatique, et puis la lignée germinale qui va produire les gonades, les cellules sexuelles. Or, ces deux lignées cellulaires étant séparées pratiquement dès le début de l'embryogénèse, eh bien, on ne voit pas comment les cellules germinales pourraient savoir ce qui est arrivé dans les lignées somatiques. Comment est-ce que l'information « j'ai une jambe coupée » pourrait passer de la jambe de ce monsieur à ses testicules, Ça, il n'y a pas tellement de moyens d'envoyer cette information. Et quand je vous parle d'information, Weizmann emploie une métaphore du même ordre. Il dit c'est comme si un télégramme partait en chinois et arrivait en allemand. Si vous voulez, l'information, il manque une jambe, elle n'est pas compréhensible par une cellule, par un spermatozoïde, Voilà, donc Weizmann va rejeter l'hérédité des caractères acquis. Vous le savez, aujourd'hui, il y a un certain retour de l'hérédité des caractères acquis avec l'épigénétique, j'en parlerai tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, ce genre de choses, même l'épigénétique, ne peut pas du tout l'expliquer. Il ne faut pas exagérer, ça ne peut pas tout faire, l'épigénétique. Voilà. Et puis, oui, alors pardon, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette idée qu'il n'y a pas d'hérédité de l'acquis est une idée qui va être très difficile à accepter dans les pays catholiques. Ça va être une idée qui va prendre beaucoup mieux dans les pays protestants. La génétique va se développer exclusivement dans les pays protestants. Alors on peut discuter des différences entre philosophie des catholiques et des protestants sur le fait que la grâce peut être donnée à la naissance ou pas, etc. Je ne vais pas vous faire de la théologie ici. Mais le résultat, c'est qu'effectivement, la génétique, ça a été une affaire d'Anglais, d'Allemands, d'Américains, de Scandinaves. Et c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tardivement en France, par exemple. Ça a une importance par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure. Parce que, évidemment, ça a quelque chose de très vexant, ce truc-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vis une vie saine, je fais du sport, je fais fonctionner mon cerveau, j'ai une tête bien faite et bien pleine, etc. Je fais un enfant, il y a l'autre d'à côté qui fout rien, qui est tout moche, qui est idiot comme tout, qui ne se cultive pas du tout. Et ben, il fait un enfant, et ben, sur le plan biologique, le sien, il ne va pas être moins bien que le mien. Je ne transmets rien de moi à mon enfant. Je transmets que ce que j'ai reçu de mes parents. Et lui aussi. Ça va, c'est clair, ça? C'est pas juste, d'une certaine façon.
C'est vraiment pas juste. Alors heureusement, il y a quand même l'hérédité culturelle, dont on pourra parler, et qui, elle, vous pouvez quand même faire une différence. Mais enfin, c'est quand même très vexant, et je pense que c'est une des raisons du rejet de cette... Alors donc, vous voyez que on ne transmet aux descendants que ce qu'on a reçu, on ne produit pas d'hérédité. D'une certaine façon, les individus sont des tuyaux stériles, non pas stériles, des tuyaux amorphes, qui ne transmettent font que transmettre les choses, mais qui ne les produisent pas en termes d'hérédité. Je transmets une hérédité, je ne la produis pas. La seule façon que vous avez d'agir sur la composition génétique de la génération suivante, ce n'est pas en décidant ce que vous allez donner à vos enfants, ça vous n'avez pas le choix. Ce que vous pouvez faire, simplement, c'est en faire plus ou moins des enfants. Et plus vous en faites, plus vos caractéristiques seront représentées dans la génération d'après. Donc, à partir de Weissmann, il n'y a plus que la sélection naturelle qui permet de changer la composition de la génération suivante. Mais, donc, vous voyez que l'hérédité qu'on commence à découvrir à la fin du 19e siècle, c'est une hérédité terriblement amnésique. Elle oublie ce qu'on a vécu, et en plus, non seulement on transmet que ce qu'on a reçu de ses parents, mais en plus on en transmet que la moitié. Ça, c'est Mendel qui va le montrer. Donc c'est encore pire que tout. Vous voyez que c'est très très décevant, si vous voulez, l'étude de l'hérédité entre le 19e et le 20e siècle. On transmet que la moitié. Alors je vous passe Mendel, je pense que vous connaissez tous. Je voudrais juste vous faire remarquer que chez les pois, donc il montre par exemple qu'il croise des plantes à fleurs rouges, des plantes à fleurs blanches, il obtient une F1 toute rouge, et puis après quand il les recroise, ça refait un quart de plantes à fleurs blanches, et il dit que les fleurs blanches de là, elles sont aussi blanches que celles-là. Quand il regarde les descendants de celles-là, il trouve toujours que des blancs. Et c'est là qu'on ne va pas le croire. On va lui dire, t'es fou, les parents étaient rouges, un jour ou l'autre, ça va ressortir. On l'a déjà fait. Mais vous rigolez, mais effectivement, personne n'a cru Mendel à l'époque. Et on a oublié ses travaux. Ils ont été redécouverts que 40 ans plus tard par 3 botanistes. Et donc les idées de Mendel ne vont se répandre qu'après 1900, et c'est seulement en 1906, donc 50 ans après qu'il ait publié 40 ans après qu'il ait publié son travail, que les idées de Mendel vont donner naissance à une nouvelle science, donc qui s'appelle la génétique, sous l'impulsion de Bateson. Bon. Je voudrais vous parler un peu de génétique, parce que la biodiversité, donc, comme je vous l'ai dit, c'est la diversité à tous les niveaux, et à commencer par les individus. Ce qui fait qu'on n'est pas tous pareils, c'est de la biodiversité. Et c'est même la base de la biodiversité. Et je voudrais voir ces questions de génétique en général, et puis les voir après, on finira sur les applications de la génétique sur la biodiversité dans les milieux agricoles. Alors rapidement, que déterminent les gènes? Il y a des trucs qui sont déterminés par les gènes. Par exemple, le fait de pouvoir mettre la langue en gouttière comme ça. Voilà. Si vous y arrivez, c'est que vous avez le gène qui permet d'y arriver. Et si vous n'avez pas le gène, vous pouvez toujours essayer, vous n'y arriverez pas. Ça va, c'est clair ça? La langue en gouttière maintenant. La langue en trèfle. Vous savez mettre la langue en trèfle? Il n'y a personne qui sait mettre la langue en trèfle ici? Si? Ah, tu ne veux pas montrer aux autres? Ouais, fais voir. Tu veux pas faire voir? Voilà, superbe. Comme il n'y a pas toujours quelqu'un, j'en avais fait une photo, mais tu fais mieux qu'elle, alors. Voilà, ça, c'est un truc, vous voyez, moi, j'ai pas le gène, alors je peux pas vous montrer. Et quand on n'a pas le gène, on ne sait même pas comment on fait un truc pareil, je sais pas. Tu t'en es rendu compte très jeune ou... Voilà, elle a vu quelqu'un le faire, elle a essayé. C'est ça qui est drôle, c'est que l'autre jour, je faisais une conférence comme ça, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, j'y arrive !» Elle n'avait jamais essayé, vous voyez. Donc c'est évidemment, si vous avez le gène, si vous essayez, vous le ferez, mais si vous n'essayez pas, vous ne le ferez pas. Bon. Mais donc là, vous voyez, c'est des caractères qui sont très très fortement... Alors je voudrais vous faire remarquer un truc. C'est qu'en génétique, la génétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'étude de l'hérédité des variations. C'est pas l'étude de l'individu. Je suis ce que je suis, vous êtes ce que vous êtes, et on est chacun ce qu'on est à cause de les gènes qu'on a reçus et puis de l'environnement social et physique dans lequel on a grandi et dans lequel on se trouve. La génétique peut rien dire sur moi, elle peut rien dire sur vous, elle peut dire quelque chose sur nous. Parce que la génétique parle des variations. Si jamais tout le monde est pareil, je ne peux pas faire de la génétique.
Je peux regarder la génétique du fait de bouger la langue parce qu'il y a des gens qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas. Si tout le monde pouvait, je ne pourrais rien dire sur le plan de la génétique. C'est clair ça? Je voudrais donc que vous reteniez bien ça. Quand on dit en génétique que le caractère, faire un trèfle avec la langue, est gouverné par un gène, ce qu'on veut dire, c'est que les variations du caractère dans la population s'expliquent par les variations d'un gène. On est bien encore dans une question de diversité. Alors les généticiens, malheureusement, emploient un vocabulaire extrêmement trompeur. Ils disent les gènes déterminent, il y a un gène qui détermine le fait de pouvoir faire le trèfle avec la langue. C'est pas vrai. C'est les variations du gène qui déterminent le fait qu'il y ait des variations dans la population. C'est pas la même chose. D'ailleurs, si je vous dis que la couleur des yeux est déterminée par un gène dans une population, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul gène pour fabriquer le pigment de l'œil. On sait bien d'ailleurs qu'il y en a plusieurs. Mais ça veut dire que dans cette population-là, il y a un seul gène variable. Si les autres gènes ne sont pas variables, ils ne comptent pas. Et si dans une autre population, je trouve aussi un gène, eh ben, je vais dire aussi qu'il y a un gène variable il y a un gène qui détermine la couleur des yeux dans cette population, mais ça ne sera pas nécessairement le même dans les deux. Et si vous réunissez les deux populations, tout d'un coup, la couleur des yeux va être déterminée par deux gènes. Donc faites attention à ça. Ce que j'appelle déterminer en génétique, c'est juste la détermination des variations. Ça, c'est le problème. Et malheureusement, pour enseigner la génétique, pour se simplifier la vie, on choisit exprès des caractères pour lesquels l'environnement joue très peu, comme le coup de la langue. Alors pourtant, il y a aussi des caractères qui sont complètement déterminés par l'environnement. Par exemple, l'accent londonien. Les gens qui ont l'accent de Londres, c'est des gens qui sont nés à Londres. Ça n'a rien à voir avec leur gène. On est bien d'accord. Dans la plupart des cas, les caractères ils sont déterminés par les deux. Ça, c'est le cas général. Malheureusement, ce n'est pas cela qu'on enseigne parce que c'est trop compliqué. Et du coup, on donne une image très fausse de la génétique où les caractères sont déterminés essentiellement par des gènes. Bon, alors c'est vrai qu'il y a toujours des petits trucs, la couleur de la peau, on peut bronzer, etc. Mais n'empêche qu'après, quand on va faire de la génétique pure, crac, on va éliminer tous les effets de l'environnement. Et ça, je pense que c'est très dommageable pour la compréhension des choses. Parce qu'on verra tout à l'heure que le fait de croire que les variations génétiques déterminent des choses de façon très claire et très directe et sans environnement, ça amène à des tas d'idées fausses. Bien, alors, la question du coup qu'on se pose tout de suite, c'est combien pour chaque? C'est très compliqué cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien pour les gènes et combien pour l'environnement? Évidemment, cette idée-là, elle est totalement idiote si vous posez la question, est-ce que je suis plus dû à mes gènes ou à mon environnement? Je suis dû aux deux. Point. Mais je peux peut-être donner une proportion des deux, mais avec un sens très spécial. Et comme vous entendrez parler de ce genre de choses-là constamment, je voudrais quand même qu'un jour ou l'autre, on vous ait donné quelques clés. Pour réfléchir à ça, un jour, je regardais une course de moto. Et le gagnant est interviewé par la journaliste qui lui demande quelle est la part du moto et la part du pilote dans la victoire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Il répond 50-50. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire que sans la moto, il pense qu'il avait 2 fois moins de chances de gagner, que la moto sans lui aussi? Enfin, c'est quoi cette histoire de 50-50? Bon, pour les motos, on ne peut pas répondre. Mais en concours hippique, on peut répondre. Avec certains concours de saut d'obstacles particuliers. C'est des concours dans lesquels 4 cavaliers se présentent chacun avec son cheval, ils font le parcours, et puis ils échangent de cheval et ils recommencent. 4 fois. Ce qui fait qu'à la fin, chaque cavalier a essayé chaque cheval, et chaque cheval a essayé chaque cavalier. Ça va, c'est clair ça? Si vous trouvez un résultat comme ça, c'est toujours le même cavalier qui est premier, le même cavalier, etc. Vous allez dire que le résultat est déterminé par le cavalier. Bravo. Et si vous trouvez ça, c'est par le cheval. Remarquez qu'une manière de voir les choses, c'est que si je fais la somme par ligne, ici, je trouve que les chevaux ont des notes très différentes. Le premier, il a un total de 4, le deuxième, il a un total de 8, le troisième de 12 et le quatrième de 16, alors que les cavaliers, eux, ils ont tous la même note. C'est clair, ça? C'est-à-dire que si jamais il y en a un qui vous échangez les cavaliers, ça ne change rien à la note, et ben ça veut dire qu'il ne joue pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en vrai, je vais trouver des trucs comme ça. Alors là, comment je fais pour dire quelle est la part du cavalier et la part du cheval dans le résultat? Eh bien, je fais les sommes par ligne et par colonne. Et je vais voir que les cavaliers, le total, il va entre 8 et 12, alors que
pardon, les chevaux, le total va entre 8 et 12, et les cavaliers, le total va entre 5 et 15. Donc, il y a plus de variations entre les chevaux que de variations entre les cavaliers. Donc, non, pardon. Il y a plus de variations entre les cavaliers qu'entre les chevaux, merci. Et donc, du coup, ça veut dire que, paradoxalement, le poids des cavaliers est plus grand que celui des chevaux dans le résultat. Est-ce que c'est clair, ça? Donc, vous voyez que je peux faire des statistiques sur des résultats comme ça et dire quelle est la part du cavalier, la part du cheval dans le résultat. Mais j'insiste, parce que ça, je pense que vous le comprendrez bien. Si je change, tenez, vous enlevez un cavalier, vous me mettez moi à la place. Ah bah là, ça va tout changer, parce que moi, je vais tout le temps être dernier, et donc, je vais augmenter le poids des cavaliers, dans tous les sens du terme, Et si, au contraire, vous mettez un âne à la place d'un cheval, lui, il va tout rater, et donc, évidemment, il va augmenter le poids des chevaux. Ça va, c'est clair? Donc, le résultat que je vais trouver là, je vais dire, le cavalier représente 70% du résultat et le cheval 30%. C'est vrai pour ces cavaliers-là et ces chevaux-là sur ce parcours-là. Ben, quand je vais dire quelle est la part des gènes et de l'environnement dans un caractère, c'est la même chose. Ce n'est pas une caractéristique du concours hippique dans son ensemble, le 70-30. C'est le caractéristique de ces chevaux-là, de ces cavaliers-là, de ce parcours-là. Si je regarde la part des gènes et de l'environnement dans la détermination d'un caractère, c'est la même chose. Je vais pouvoir dire que le QI a une part de 50% génétique et 50% environnementale chez les enfants scolarisés dans les années 1970 en France métropolitaine, parce que c'est là que l'étude a été faite. Si je le fais ailleurs, je vais trouver autre chose. Si je le fais plus tard, je suis sûr que si on refaisait la manip aujourd'hui, d'ailleurs je fais le pari qu'on trouverait que les gènes sont moins importants aujourd'hui qu'avant. Pourquoi? Parce que je pense que l'environnement est devenu plus hétérogène. Les inégalités scolaires sont devenues plus grandes dans les écoles maintenant que dans les années 1970, et du coup, vous voyez que plus vous augmentez la part des variations environnementales, moins vous voyez les variations de gènes. Donc on peut donner un chiffre de proportion. Et évidemment, on le fait souvent sur les plantes cultivées. On va cultiver du blé, on va mettre des génotypes différents dans des environnements différents, et on va dire quelle est la part des gènes et de l'environnement dans le résultat. Mais je voudrais que vous voyiez bien que ce qu'on fait là, c'est exclusivement un travail qui va valoir pour ces blés-là, dans ces environnements-là, point barre. Et pour les humains, c'est la même chose. Alors, je veux vous dire que tout ça est rendu très compliqué par le fait qu'il y a un poids politique très lourd sur la génétique. Alors, pour illustrer ça, je voulais vous montrer ce débat qui a eu lieu il y a quelques années entre c'est Philosophie Magazine qui avait décidé d'inviter deux grands philosophes à discuter, et ils en avaient choisi un de droite et un de gauche. Malheureusement, ils ont inversé les côtés. Mais je vous montre la photo originale. Donc, à gauche, celui de droite, Sarkozy, c'était avant qu'il soit élu. C'était pendant sa campagne électorale. Et à droite, vous connaissez peut-être Michel Onfray, qui, à l'époque, faisait figure de philosophe de gauche. Et les deux se détestent, et donc ils cherchent comment s'engueuler, et ils trouvent très rapidement un bon sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ils se mettent à parler de pourquoi il y a des gens qui font des trucs pas bien. Et Sarkozy dit il n'y a pas d'un côté des individus dangereux et de l'autre des innocents, chaque homme étant lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger. Bon. Onfray répond qu'il n'est pas rousseauiste. À mon sens, on n'est ni bon ni mauvais, on le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. Attention, l'intrigue se noue. Alors Sarkozy lui répond, mais qu'est-ce que vous faites de nos choix, de la liberté de chacun? Et Onfray répond qu'il n'aurait pas une importance exagérée, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas, vous n'avez pas choisi votre sexualité parmi plusieurs formules, un pédophile non plus, il n'a pas décidé un beau matin d'être attiré par les enfants, pour autant on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni pédophile, et regardez bien la dernière phrase, je pense que nous sommes façonnés non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Cette phrase, je l'aime beaucoup, parce que vous avez un politicien et un philosophe qui discutent, et au bout de 10 minutes, ils en viennent à parler de gènes. Ni l'un ni l'autre sait ce que c'est, mais ils ont tous les deux un avis dessus. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire à propos de cette phrase, c'est que quand quelqu'un vous dit ça, vous pouvez être à peu près sûr que c'est quelqu'un de gauche. Les gènes, on s'en fout. Voilà, ça c'est la gauche.
Et s'il y a un type de droite en face, il ne va pas être d'accord, ça rate jamais. Je ne suis pas d'accord avec vous, je pense qu'on est pédophile, répond Sarkozy. Il y a des jeunes qui se suicident en France, chacun ne sait pas, parce que leurs parents sont ensemble et l'occupent, parce que génétiquement, oui, lui aussi s'y connaît, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Les circonstances ne font pas tout, la part de l'inné est immense. C'est extrêmement désagréable. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que généticien, et je veux dire que c'est terrible, parce qu'on a une science horriblement politisée. Vous voyez, les gènes, c'est de droite, l'environnement, c'est de gauche. Et donc quand je fais une manip, j'ai toujours la trouille parce que je ne sais pas à l'avance si je vais trouver un résultat de droite ou de gauche et je ne sais pas avec quel pote je vais me fâcher. Bon. Ça vient de loin, cette affaire-là. Ça vient de toute l'histoire. Hein. Parce que, figurez-vous que avant même que la génétique commence, eh bien, Galton, cousin de Darwin, qui a commencé à étudier l'hérédité, des variations, a lancé l'idée qu'il fallait lancer une nouvelle science qu'il voulait appeler l'eugénique et qui était l'étude des méthodes sous contrôle social qui améliorent ou détériorent les qualités raciales des futures générations, que ce soit physiquement ou mentalement. Sur le coup, ça n'a pas été pris très au sérieux, mais au début du XXe siècle, une fois que la génétique et le darwinisme ont été réunis, ça a pris un peu de temps, eh bien l'eugénique a pris son essor. Aux USA, par exemple, donc, elle s'est développée très fort, elle a été présentée comme l'autodirection de l'évolution humaine. Toutes les sciences doivent converger dans ce grand dessein de s'occuper de l'évolution humaine. Et la convergence des sciences, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un truc qui revient à la mode actuellement avec le transhumanisme. Hein, l'idée que ça s'appelle la convergence NBIC. Hein, renseignez-vous là-dessus, c'est quand même un peu important par rapport à vos élèves, parce que le transhumanisme, c'est un truc qui fait du bruit et puis qui va en faire de plus en plus. Hein, il s'agit de gens qui pensent qu'on va d'ici peu faire converger les nanotechnologies, biotechnologies, informatique, cognition, c'est ça, NBIC, et qu'il y aura une singularité du côté des années 2030, et qu'à ce moment-là, crac, tout d'un coup, on va passer à des humains qui seront hybrides. On mettra des puces Google dans le cerveau. C'est drôle parce que quand j'en parle avec mes étudiants, je leur dis, vous seriez d'accord pour qu'on vous mette une puce dans le cerveau pour que vous puissiez interroger Google à distance sans avoir besoin de passer par votre téléphone portable? Et alors, en général, ils me répondent que non. Mais j'ai des étudiants, moi, après le concours. Je leur dis, mais imaginez, quand vous étiez en BCPST, s'il y en a qui ont la puce et pas vous, qu'est-ce que vous faites? Et là, ils commencent à réfléchir en sachant qu'effectivement, si ce genre de truc existe, ça sera difficile de dire non. Bon, je vous laisse réfléchir à ça. En tout cas, à l'époque, déjà, on voulait créer un homme nouveau, mais en l'améliorant biologiquement par la sélection. On crée une société américaine d'eugénique, un institut américain d'eugénique. Ça, c'est Davenport qui était le directeur de cet institut. Ça, c'est Thomas Morgan, qui était le plus grand généticien de l'époque, celui qui a découvert la théorie chromosomique de l'hérédité. Ça, c'est Alexander Graham Bell qui a inventé le téléphone. Ah tiens, c'est curieux, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh bien, c'est pas compliqué. Quand les biologistes veulent faire des conneries, les physiciens les soutiennent toujours. Hein, au nom du progrès. Vous verrez les physiciens signer des pétitions pour les OGM, vous voyez. Ils n'y connaissent rien en OGM, les physiciens, mais au nom du progrès, ils vont dire que c'est bien. Voilà. On finira là-dessus. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens? Ils vont chercher à comprendre pourquoi il y a des tarés. La même question qu'on ferait de Sarkozy tout à l'heure. Et alors, ils vont étudier les fous, les criminels, tout ça, puis ils vont chercher leurs ancêtres, et puis ils vont essayer de redescendre. Une de leurs grandes découvertes, c'est Adagio qui vivait en 1740. Ils ont retrouvé 92% de ses descendants, 64 sont des débiles mentaux, 174 des pervers sexuels, 196 des illégitimes. C'est des nés hors mariage, hein, je vous préviens, c'est grave, hein, c'est quand même... 142 des pauvres et 77 des criminels et meurtriers, d'où l'idée que Adagio aurait mieux fait de ne pas se reproduire. Hein. Parce que tout ça, c'est génétique. Ça, c'est un gène qui se transmet dans la famille, là, et c'est un gène d'illégitimité. Ouais. Il y a des étudiants, je fais gaffe. C'est pas vrai, hein, ça n'existe pas, un gène comme ça, hein, mais ils le disaient quand même. Voilà. Et vous savez, c'est terrible parce que je pense que les généticiens de l'époque, ils savaient bien que c'était complètement con de parler d'un gène d'illégitimité. Franchement, ils n'étaient pas du tout idiots. Mais comme ça allait dans le bon sens, c'était pas grave de raconter des conneries. C'est comme quand on dit que raser la forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète, hein, on n'aura plus d'oxygène. Mais la forêt amazonienne, elle ne produit quasiment pas d'oxygène. Tout l'oxygène qui est produit, il est repris par les décomposeurs parce que la biomasse de la forêt n'augmente pas. Donc il faut... Mais les écologistes, est-ce qu'ils gueulent après le fait de dire non, la forêt amazonienne ne produit pas d'oxygène? Ben non.
Ça, c'est pas vrai, mais ça va dans le bon sens. Hein, donc on laisse dire des choses fausses. Donc je pense que c'est un peu la même chose. Je pense que les scientifiques ne devraient jamais laisser dire des choses fausses sous prétexte que ça va dans le bon sens. Voilà. En tout cas, voilà un gène de l'illégitimité. La grande presse se saisit de la question. Le Sunday Oregonian, c'est un journal que tous les gens en Oregon lisent le dimanche. Et vous voyez, là, vous avez la descendance d'un couple. En noir, c'est les normaux. En rouge, c'est les débiles mis à l'asile. Et en bleu, c'est les débiles pas mis à l'asile. Alors, 2 débiles. Ils ont une fille normale qui avait un mari normal. Malheureusement, on ne sait rien sur leurs 15 enfants. Mais les 2 autres, c'était toutes les 2 des débiles. Et elles ont fabriqué une flopée de débiles dans leur descendance. Bon, il faut quand même... Et donc la Société américaine d'eugénique va se présenter, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais vous voyez, elle va prendre des stands comme ça avec des épis de maïs pour vous montrer comment se transmettent les gènes et pour vous montrer que l'illégitimité, ça se transmet pareil que la couleur des grains de maïs, c'est des gènes, tout ça. Il y a des lampes qui flashent, ça fait moderne. On vous explique que les gens sont un fardeau sont nés pour être un fardeau pour les autres, hein, et qu'il faut faire quelque chose. Bon. Et que l'Amérique a besoin de moins de débiles, de moins de criminels, parce que tout ça, c'est génétique. Là, il y a marqué « Very few normal persons ever go to jail ». Les gens normaux, ils ne vont pas en prison, hein, c'est parce qu'ils ont des mauvais gènes. C'est débile, mais vous savez qu'il y a encore plein de gens qui croient à ça. Il n'y a pas très longtemps, quand on a montré aux USA qu'il y avait plus de noirs que de blancs proportionnellement dans les prisons, il y a tout de suite eu des labos de génétique pour chercher des gènes d'agressivité chez les noirs. Donc, ne croyez pas que ça soit fini, cette affaire. Hein. Il faut être extrêmement méfiant avec ce genre de choses, parce que ça revient tout le temps. En tout cas, voilà l'ensemble des États américains qui ont adopté des lois eugénistes au 1er janvier 1935. Et on a déjà stérilisé 21 000 personnes. Il y aura des procès comme les Dumbuck qui ne veulent pas être stérilisés. Ça va jusqu'à la Cour suprême, où le juge conclut en disant 3 générations d'imbéciles, c'est assez. Et hop, on les stérilise. 65 000 personnes stérilisées sur le territoire américain dans les années 1920-1940 à cause de ces lois. Donc, c'est pas rien. On n'apprend pas ça en histoire dans les programmes français. Je ne sais pas quand est-ce que les biologistes demanderont aux historiens de faire de la vraie histoire de ces questions. Parce que, évidemment, alors, les Scandinaves ont stérilisé proportionnellement encore plus que les Américains, les Suisses aussi. Hein. Mais les champions du monde, ça a été les Allemands. Hein. Évidemment, là, ça a été 400 000 stérilisations. Mais vous voyez, le nazisme est présenté comme une espèce d'excroissance qui est arrivée en Allemagne à cause de la République de Weimar, de l'inflation galopante, d'un système politico-économique qui ne marchait pas. En France, l'histoire est dominée par des gens qui regardent uniquement l'histoire des idées, l'histoire des systèmes économiques et politiques, mais pas du tout l'histoire scientifique. Les historiens ne connaissent rien à l'histoire des sciences. Et du coup, ils n'ont pas vu, nos historiens français, que le nazisme, c'est le fruit du développement de la génétique et de l'eugénisme. C'est un mouvement qui a été mondial dans tous les pays protestants et qui a pris une forme totalement folle en Allemagne, mais qui avait commencé en Angleterre, aux USA, dans les pays scandinaves avec l'eugénisme. Alors évidemment, ça a conduit à l'horreur des camps d'extermination et ça a conduit à Nuremberg où on a décidé qu'on n'avait plus le droit d'attenter à la dignité humaine et que du coup on a créé le concept de crime contre l'humanité et du coup, eh bien, l'eugénisme s'est progressivement arrêté après Nuremberg. Ça s'est arrêté en vrai. Les dernières lois eugénistes ont été abrogées dans les années 1970 aux USA comme en Scandinavie comme en Suisse. Moi, je trouve que c'est important de montrer comment des scientifiques comme les généticiens de l'époque ont pu engendrer une horreur pareille et montrer comment, eh bien, les scientifiques dans leur ensemble ont tous soutenu l'eugénisme au nom du progrès. C'était une vision du progrès. Je reviendrai sur ça dans 5 minutes. Sachez quand même que la morale est sauve parce que pendant que les généticiens stérilisaient les pauvres gens à l'ouest, les pauvres gens zigouillaient les généticiens à l'est. Dans les pays soviétiques, donc, il y avait un très grand généticien qui s'appelait Vavilov. C'est lui qui a montré qu'il y avait une diversité très grande dans les plantes cultivées qui étaient issues de centres d'origine. C'est lui qui a expliqué ce que c'était que des centres d'origine. C'est lui qui a fabriqué le premier grand conservatoire de ressources génétiques à Saint-Pétersbourg. Mais la génétique a été déclarée. Donc voilà, ça c'est son travail. Et il a montré comment le schéma de Darwin fonctionnait dans l'agriculture. Comme chaque paysan ressemait ses semences.
avec ses critères à lui et l'écologie de ses champs, eh ben, chaque lignée de plantes cultivées était originale. Et donc, l'ensemble des paysans cultivaient chacun un génotype particulier. Et du coup, il y avait des ressources génétiques folles. La perte de la diversité des plantes cultivées, ça date du milieu du XXe siècle. Du néolithique jusqu'à 1950, on a produit de la diversité dans l'agriculture. C'est seulement après 1950 qu'on a commencé à la détruire. Je finirai là-dessus. Malheureusement pour lui, un négrefin nommé Lysenko, qui, avec des idées totalement délirantes, a réussi à convaincre Staline et les soviets que la génétique était une science bourgeoise réactionnaire, puisqu'elle supposait qu'il y avait une inégalité à la naissance, alors que tous les mouvements ouvriers du début du XXe siècle étaient en faveur de la tabula rasa, c'est-à-dire l'idée développée par Onfray tout à l'heure. Tous les gens naissent pareils et c'est la société qui les rend différents. La génétique disant pas ça, la génétique était interdite et tous les généticiens, donc Vavilov a été emprisonné en 1940 à Saratov et il y est mort de faim en 1943. Tous les généticiens sont morts au goulag. Vous voyez que la liaison entre la génétique et la politique, elle inclut le nazisme, elle inclut la purge de tous les généticiens dans l'Union soviétique. C'est pas rien. Hein. Et moi, je trouve très dommage que ces questions-là ne soient pas enseignées à mi-chemin entre la biologie, enfin entre les sciences de la vie et puis l'histoire géo, parce que ça explique beaucoup de choses. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas parler de génétique aujourd'hui sans que tout ça ressorte, tout le racisme qui a été soutenu par la génétique, parce qu'on a raconté des tas de trucs sur les aptitudes génétiques, etc. Tout ça existe et je pense que ça vaudrait la peine peut-être de vous documenter d'abord et puis ensuite d'intégrer des choses interdisciplinaires avec l'histoire sur ces questions. Et vous voyez en tout cas qu'il n'y a pas de neutralité vis-à-vis de ces questions-là. Il n'y a pas moyen d'être neutre parce que les idées politiques et l'histoire politique sont importantes. Je vous ai dit, donc, je vous ai montré comment les gènes avaient soutenu des régimes de droite. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a des grands généticiens qui, dans les années 30, ont dit que l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne était le premier succès politique de la génétique. Ça a été très officiel. Et réciproquement, en France, quand l'Union soviétique tuait tous ces généticiens, eh ben, le Parti communiste français a viré tous les généticiens qui étaient en son sein. Hein. Ils sont tous fait renvoyer, sauf ceux qui ont accepté d'abjurer la génétique. Il n'y en a qu'un qui l'a fait, mais il est mort d'une crise cardiaque dans la semaine qui a suivi, donc ça a dû être une grande souffrance pour lui. Aragon a écrit un texte de plusieurs pages pour défendre Lysenko et dire que la génétique était une science bourgeoise. Hein. Et vous voyez, Aragon a écrit, c'est pourquoi aux yeux de Lysenko, les Mitchouriniens, des kolkhosiens et sovkhosiens de l'URSS, du parti bolchevique, du son comité central et de Staline, la victoire de Lysenko est effectivement une victoire de la science, une victoire scientifique, le repli le plus éclatant de politiser les chromosomes. Voilà les discours que vous aviez dans les années 50 hein, en France, au sein du Parti communiste, un type comme Aragon qui était quand même une grande pointure au niveau national. Donc la politisation de ces questions, je vous dis qu'elle est très forte, qu'elle a été très forte et qu'elle reste très forte dans nos sociétés. Je voudrais vous convaincre, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'eugénisme a été vu comme un progrès. Hein. Tous les scientifiques ont défendu l'eugénisme au nom du progrès. Moi, je trouve ça extraordinaire. L'exposition internationale de Chicago en 1933 titre « Un siècle de progrès ». C'est fort quand même, en 1933. On vient de faire la Première Guerre mondiale, on vient d'inventer la première grande crise économique mondiale qui a foutu un merdier incroyable, et c'est un siècle de progrès. L'idée qu'il n'y a pas que du progrès, qu'il y a du bon et du mauvais, qu'on pourrait peut-être essayer, eh ben non. Progrès, on continue. Et ben dans ce sens-là, hein, Pearson, c'est un grand statisticien de l'époque, qui explique que le droit de chaque homme ne donne pas le droit de se reproduire. Comme nous avons diminué la force de la sélection naturelle et que de plus en plus de faibles et d'inadaptés survivent, nous devons augmenter les standards pour être parents. Voilà le genre de choses que peut écrire Pearson. Pearson, c'est le gars qui a inventé le qui-deux, pour ceux qui connaissent un tout petit peu de statistiques, par exemple. Julian Huxley, inventeur de la théorie synthétique de l'évolution, premier président de l'UNESCO, écrit un livre qui s'appelle What Dare I Think, qui est un manifeste eugéniste. Tous ces gens-là ont défendu l'eugénisme au nom du progrès. Pardon. Et c'est seulement après Nuremberg que les gens se sont séparés de cette vision-là. Le frère de Julian Huxley, Aldous Huxley, qui avait écrit Le meilleur des mondes, quand il a écrit Le meilleur des mondes, dans les années 30, il était encore eugéniste. C'est seulement après Nuremberg, dans le retour au meilleur des mondes, qu'il se met à critiquer l'eugénisme. Je passe là-dessus. Bon, donc Le meilleur des mondes, je vous conseille quand même de le lire, c'est un super livre, je ne sais pas si
si vous l'avez lu, mais moi, c'est un livre qui montre comment la biologie pourrait régir le monde d'une façon extrêmement dangereuse. Bienvenue à Gattaca aussi, c'est un film génial que je pense que tout enseignant de biologie devrait avoir vu pour pouvoir discuter avec ses élèves des conséquences potentielles des connaissances en biologie. Gattaca, c'est un pays imaginaire qui a un nom d'une séquence d'ADN, et c'est plein de symboles. Et ce monsieur-là, il a un génotype d'enfer, mais il n'a pas le phénotype à la hauteur de son génotype. Et il devrait monter à l'étage au-dessus, il regarde l'escalier désespéré. Je ne sais pas si vous avez remarqué la forme de l'escalier, mais c'est une double hélice fait sur la... Voilà. Donc je vous conseille ce film. Si vous ne pouvez pas l'acheter, volez-le. Il est... Uma Thurman est superbe dedans, etc. Enfin bref. Ah mince, je ne suis pas tout à fait dans l'ordre là, bon tant pis. Je voulais maintenant vous faire un petit examen avant de finir. Vous avez tout compris ce que je vous ai dit sur les gènes qui déterminent les caractères? Alors d'après vous, vous savez que chez les humains, on peut regarder un caractère qui est le nombre de jambes. Il y a des gens qui ont 2 jambes, 1 jambe ou 0 jambe, voilà. Alors à votre avis, le nombre de jambes chez les humains, il est déterminé par les gènes ou par l'environnement? Attention, piège. Il n'y a aucun gène qui fasse des hommes avec 1 jambe ou 0 jambe. Tous les gens qui n'ont pas de jambes, c'est à cause de faits de l'environnement. Accident avant ou après la naissance. Donc le nombre de jambes chez l'homme, selon la technologie de la génétique, il est déterminé par l'environnement. Évidemment que les gènes ont quelque chose à voir avec le fait qu'on a normalement 2 jambes, mais comme ça, c'est pas variable. C'est pas ça qu'on appelle déterminé en génétique. Vous vous souvenez? Et je voudrais bien que vous compreniez que malgré tous les problèmes politiques que ça peut poser, il faut vraiment insister sur le fait qu'effectivement, il n'existe pas d'effet d'un gène hors environnement. C'est clair ça? J'ai eu à rédiger un article là-dessus dans une encyclopédie critique du genre. Autant vous dire que c'était que des gens de gauche. C'était très difficile de parler de génétique là-dedans. Mais effectivement, le premier point que je veux bien que vous notiez, c'est que vous pouvez regarder les effets des gènes dans plusieurs environnements, mais vous ne pouvez pas regarder hors environnement. Vous pourrez. L'idée qu'il ne faut jamais mettre dans la tête des élèves, c'est qu'il y aurait un effet du gène comme ça, et puis il y aura un effet de l'environnement par-dessus. C'est pas ça du tout. Les gènes et l'environnement co-construisent l'individu, et je ne peux voir les effets du gène que dans un environnement donné ou une gamme d'environnements, et l'effet des environnements dans une gamme de gènes. Comme mes chevaux et mes cavaliers de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, les généticiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les gènes, le génotype, et puis le résultat, le phénotype. Et puis au milieu, il y a une boîte noire qui est l'environnement et l'organisme et tout ça. Et ça, le généticien, ça ne l'intéresse pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les rapports entre le gène et le résultat. Alors c'est embêtant parce que les sciences humaines, eux, c'est ça qui les intéresse. Et du coup, on n'arrête pas de se friter entre généticiens et sociologues. Parce que les sociologues, ils disent « Mais non, c'est ça qui détermine le résultat. » On dit « Non, non, c'est ça. Bon. » Évidemment que c'est les deux. Je voudrais être clair. Alors du coup, ça se traduit sur des tas de trucs. Bon, alors on peut changer les effets des gènes en changeant l'environnement. Bon, je vais passer sur celui-là, mais voilà, l'obésité, par exemple. On peut trouver des gènes d'obésité. Donc des gènes qui font que les individus qui possèdent ces gènes-là sont plus facilement obèses que les autres. Mais les ancêtres de ces gens-là, très souvent, n'étaient pas obèses. Ça veut dire que ce gène, il fait qu'on est obèse dans l'environnement du XXIe siècle, mais qui ne faisait pas qu'on était obèse dans l'environnement du début du XXe siècle. Donc le même gène ne fait pas les mêmes effets selon l'environnement. Moi, évidemment, dans ce cadre-là, il y a toute la théorie du genre qui rentre. On est toujours dans des problèmes de diversité et de génétique avec la théorie du genre. Enfin, je ne devrais pas dire théorie du genre, c'est une mauvaise expression. Je veux dire la question du genre et du sexe. Le sexe est déterminé à 95% par des gènes, il reste 5% de pas très bien déterminés, ça c'est un premier point. Mais deuxièmement, une fois que vous avez le sexe de l'individu, il y a des tas de choses que ça va déterminer dans un contexte social donné, évidemment. Mais ça va bien être déterminé par ces gènes-là, mais dans le contexte social, je reviens là, je suis XY ou XX, ça donne un certain résultat dans un contexte social. Si je change le contexte social, les effets des gènes vont être différents. Je vais vous donner quelques exemples. Bon, un exemple classique, c'est la confiance en soi, en quelque sorte, l'auto-estimation. C'est clair que
les hommes ont plutôt tendance à se voir mieux qu'ils ne sont, alors que les femmes ont tendance à se voir moins bien, hein, c'est un truc connu. Bon. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand je fais ça avec des classes, hein, je dis allez hop, on fait un petit épée, les cheveux courts de ce côté-là, les cheveux longs de ce côté-là. Avec des collégiens, ça marche 100%. Et je constate quoi? Que le chromosome Y détermine le fait d'avoir les cheveux courts, et les chromosomes X déterminent le fait d'avoir les cheveux longs. Ah, qui est-ce qui a les cheveux longs? C'est les filles, donc c'est le chromosome XX. Et puis ceux qui sont XY, les garçons, ils ont les cheveux courts. Voilà, ça rate jamais. Alors les gens ils me disent, mais vous croyez vraiment qu'il y a un gène de la longueur des cheveux sur le chromosome Y? Ben non, bien sûr. Ce qu'il y a comme gène sur le chromosome Y, c'est le gène Y qui fait qu'on est un garçon. Mais une fois qu'on est un garçon dans l'environnement tel qu'il est actuellement, eh ben on a les cheveux courts. Et puis quand on est une fille, on a les cheveux longs. Au collège. Après, ça peut changer. Bon. Et je suis bien placé pour vous dire que ça dépend de l'environnement, parce que moi, quand j'étais au collège, c'était le contraire. C'était nous qui avions les cheveux jusque-là. Les seuls qui avaient les cheveux courts, c'était les filles. Hein. Donc évidemment que les effets des gènes changent en fonction de l'environnement. Je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point. Voilà, je passe là-dessus. Bon, je vais zapper à quelques trucs et puis je vais passer à l'agriculture 5 minutes, histoire de... Excusez-moi, ça, j'aurais pas le temps de le faire. Ça fait beaucoup, hein, ouais. Bon. Ouais, juste un truc. L'épigénétique, c'est un truc qui devient à la mode. Hein. Vous savez que c'est des transmissions, non pas de gènes différents, mais de manières différentes d'exprimer les gènes. Ça revient à la mode et du coup, ça fait de l'hérédité des caractères acquis. Et je voudrais vous dire que, évidemment, il y a que derrière ça, il y a des questions scientifiques très sérieuses, mais il y a aussi des questions très idéologiques. Les gens de gauche qui n'aiment pas les gènes, ils adorent l'épigénétique, évidemment. Parce que c'est une manière de retrouver la possession de son hérédité. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça sur le web, par exemple. Prenez le contrôle de votre ADN avec l'épigénétique. Vous voyez, on se réapproprie notre hérédité et ça nous fait vachement plaisir. Donc l'épigénétique, c'est sûrement une question très intéressante sur le plan scientifique, mais attention, danger, toutes les questions idéologiques dont je vous ai parlé rentrent dans cette affaire d'épigénétique. Je voudrais juste terminer en vous disant une chose, c'est qu'il y a des débats sur les OGM. Moi, j'ai travaillé, et donc, je voudrais vous parler de la diversité des plantes dans les champs maintenant. Au nom du progrès, on a défendu l'eugénisme. Au nom du même progrès, la communauté scientifique dans son ensemble défend les OGM. Je veux vous dire qu'il y a sûrement des OGM. Alors, il y a des OGM qui sont très utiles dans les laboratoires pour faire de la recherche, des OGM qui sont très utiles dans les systèmes industriels pour produire des molécules, des bactéries qui produisent de l'insuline, c'est vachement bien, il n'y a rien à dire. La question, c'est quand on met des plantes avec des OGM dans les champs, et pourquoi ça pose un problème particulier? Parce que les pollens se promènent. Et contrairement à ce que disent les gens qui veulent promouvoir les OGM, les pollens, ils vont loin. Ça, j'ai étudié ça moi-même. J'ai fait des manips, par exemple, avec des maïs. Vous voyez, je semais une parcelle de maïs à grains bleus comme ça, et j'allais regarder dans les champs de maïs à grains jaunes à côté. Je pouvais voir à quelle distance se promenaient les pollens, et je peux vous dire que le résultat est simple. Les pollens peuvent faire des kilomètres. Ça veut dire que si un type cultive un champ d'OGM quelque part, eh bien, ces pollens vont pouvoir aller féconder des plantes très loin. Pourquoi c'est important? À cause de ce monsieur. Enfin, ce monsieur nous a montré pourquoi c'était important. Il s'appelle Percy Schmeiser. Il cultivait des colzas dans le Saskatchewan, au Canada, et il refusait d'acheter des colzas Monsanto comme tous ses voisins. Tous ses voisins cultivaient du colza Monsanto. Les gènes des colzas Monsanto venaient féconder les graines, les fleurs de monsieur Schmeiser. Il s'en doutait, hein. Mais lui, il voulait continuer à semer ses propres graines et il estimait que les graines qui étaient sur ses plantes étaient à lui. Mais là, il avait tort. Monsanto est venu prélever des graines dans ses champs, les a analysées et a montré qu'il y avait leurs gènes brevetés à l'intérieur. Et donc, ils ont réussi à le faire condamner, il n'a plus le droit de semer ses semences. Ça va, c'est clair, ça? Je voudrais vous dire qu'il y a des gens qui vont vous dire, les OGM, il y en a des bons, des mauvais, nanani, nanana, c'est vrai. Mais il y a un truc qui est mauvais dans tous les OGM, et pas seulement les OGM au sens classique du terme, mais tous les OGM qui seront fabriqués avec toutes les méthodes moléculaires que vous voudrez, c'est le brevet dans le génome. S'il y a un brevet dans le génome, alors, le résultat, c'est que si vous produisez une plante transgénique et que cette plante transgénique va féconder la plante du voisin, les graines du voisin ne lui appartiennent plus.
Vous êtes pas demandé pourquoi Bayer prenait des risques pareils en achetant Monsanto avec tous les procès qu'il a au cul sur le glyphosate et compagnie et les actions de Bayer qui chutent. Mais il y a une raison simple. Hein. Pour le moment, quelques entreprises, Monsanto en tête, Syngenta derrière, etc., sont en train de se partager la possession de toutes les semences de la planète. C'est clair ? Grâce au fait qu'ils mettent des OGM dans les plantes et que les OGM et que les gènes brevetés vont féconder les plantes d'à côté, ces entreprises sont en train de s'approprier toutes les semences de la planète. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que je pense que les OGM sont dangereux. Moi, je m'en fous de savoir si ça va rendre des gens malades. Mais si ça fait que toutes les semences appartiennent à 3 entreprises au monde, alors c'est ultra dangereux. C'est dangereux sur le plan économique, social, etc. Je vous en laisse juge. Mais c'est aussi dangereux sur le plan biodiversité. Parce que 3 entreprises, ça va garder une biodiversité qui sera peanuts par rapport à la biodiversité qu'avait trouvée Vavilov dans tous les champs de tous les agriculteurs de la Terre. On est en train de détruire toute la diversité des cultures. Vous vous rendez compte ? La seule manière de résister à des attaques de pathogènes importantes, ça sera la diversité des plantes cultivées. Si on continue à la détruire, on va vers des famines immenses au niveau mondial parce que nos plantes cultivées ne pourront pas résister. Vous inquiétez pas, ils y ont pensé. Ils vont garder la biodiversité des plantes cultivées. On a fait une arche de Noé sous forme de frigo pour les plantes cultivées. C'est à Svalbard, en Norvège. Je pense que je vous en ai dit assez sur cette méthode de conservation de la biodiversité pour ne pas avoir besoin d'épiloguer trop. Je voudrais que vous sachiez que des graines dans un frigo perdent leur pouvoir germinatif au bout d'une dizaine d'années. Donc ces graines, elles pourront être utiles pendant 10 ans, mais après, ce sera foutu. Enfin non, elles seront mortes. On est en train de nous faire passer... Vous vous rendez compte quand même, on est au 21e siècle, on nous fait le coup de l'arche de Noé. C'est quand même incroyable, quoi. Hein. Et en plus d'une arche de Noé avec des graines mortes. Hein. Mais qui c'est qui sera content d'avoir des graines mortes le jour où il y aura un immense problème au niveau de la diversité des plantes cultivées ? Ben, les boîtes de biotech, parce qu'en vrai, dans les graines, ce qui restera, c'est l'ADN. Donc le monde fou que sont en train de nous préparer les boîtes de biotech, c'est une agriculture fondée sur des plantes totalement homogènes, totalement incapables de résister aux problèmes, et la diversité génétique des plantes gardées au frigo dans des graines mortes en Norvège. Voilà le monde qui est en train de nous préparer que sont en train de nous préparer les gens qui font des biotechnologies. Je pense que tous les gens qui connaissent un peu la biologie, tous les gens qui réfléchissent à la biodiversité, tous les profs de SVT doivent se mobiliser pour faire savoir à leurs élèves que c'est un projet de société complètement fou et malheureusement, pour le moment, les ouvrages ne nous y aident plus. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je n'ai pas répondu à la question de notre collègue devant là. Le spécisme, je voudrais juste vous dire, vous avez des lignées. Effectivement, rien dans la théorie de l'évolution ne vous dit si jamais vous avez le droit ou non de zigouiller les membres du phylum d'à côté. Le grand-père d'Aldous Huxley et de Julian Huxley, je vous ai parlé de tous les deux, ils étaient frères. Le grand-père, il s'appelait Thomas Huxley, c'était un copain de Darwin. Il a dit une phrase très importante, il a dit « La nature n'est ni morale ni immorale, la nature est amorale ». C'est-à-dire que, contrairement à ce que disait la théologie naturelle de Paley, la théologie naturelle, elle disait « Si vous voulez connaître la volonté du Créateur, vous pouvez lire la Bible, ou alors vous pouvez regarder le grand livre de la nature, puisque c'est la création, elle va vous dire où est le bien, où est le mal. » À partir de Darwin, la nature ne vous dit plus où est le bien et le mal. Vous avez des infanticides, vous avez tout ce que vous voudrez dans la nature, rien de ce qui se passe dans la nature. Donc ce n'est pas l'histoire de la nature qui va vous dire si vous avez le droit de manger votre voisin, ou de manger l'espèce d'à côté, ou d'écraser un moustique quand il veut vous piquer. La morale, c'est à nous, humains, de la produire nous-mêmes. Elle ne peut pas venir de la science. C'est un problème de philosophie, de théologie, mais pas de science. Et donc, on peut décrire ce que c'est que la diversité des espèces. On peut, en biologie, essayer d'imaginer ce que peut être la souffrance d'un autre mammifère que nous. Je pense que c'est très difficile d'imaginer ce que c'est que la souffrance d'un moustique. Et après, on a à décider de ce qu'on fait, mais c'est un travail qu'on doit faire entre humains et en connaissance de cause par rapport à ce que sont les autres êtres vivants. Mais la biologie peut nous apporter des éléments de compréhension sur ce que c'est que le plaisir, la douleur, etc. La biologie ne peut pas nous donner des indications morales, c'est à nous de les fabriquer tout seuls. Ça serait simple si jamais la biologie pouvait répondre, mais je pense que ce n'est pas le cas.
Et les tentatives de faire émerger une morale de la biologie ont en général abouti à des choses qui n'étaient pas belles, comme l'eugénisme, etc., sur lequel je vous en parlais avant. C'est quand on a voulu fonder des actions sociales sur des critères biologiques, on a en général fait des trucs qui n'étaient pas bien.